collègues, alors, une audition pour une nomination ou une reconduction, c'est tout sauf symbolique. C'est un moment essentiel pour notre commission des affaires sociales. Et je serais tenté de dire encore plus quand il s'agit d'une reconduction, puisqu'il ne s'agit pas d'entendre uniquement le projet de celui que nous examinons, si j'ose dire, dont nous examinons la candidature, mais aussi de se porter sur le bilan de l'action qu'il a menée. Et je serais tenté de dire, vous concernant, Madame la Directrice Générale, encore plus, puisque au-delà de votre nomination il y a 3 ans, en 2020, vous étiez déjà dans la direction comme directrice adjointe depuis 2016. Donc c'est cette année de vision depuis 2016 que nous avons à examiner ensemble aujourd'hui. Je me focaliserai donc pas forcément sur des questions de projet, quoique certaines y figurent aussi, mais aussi sur des éléments de bilan. D'autant que, je vais vous dire, je suis un peu frappé de ne pas les avoir du tout vus évoqués dans votre présentation liminaire. Vous nous direz pourquoi. Alors, je vais vous parler de pénurie de médicaments, vous l'avez un peu évoqué, et souveraineté pharmaceutique. Je vais vous parler immanquablement de scandales sanitaires et de rapport à l'industrie pharmaceutique. C'est de beaucoup de ces sujets dont on nous parle dans nos circonscriptions quand on accueille certains de nos administrés qui connaissent la NSM uniquement par ce biais-là. Je vais vous parler de dérèglement climatique et de décarbonation du secteur de la santé, et enfin de la sortie de la crise, enfin des suites de la crise et de la gestion des pandémies futures. Alors, premier point sur les questions de pénurie de médicaments et de souveraineté pharmaceutique. Il y a quelques semaines, ma collègue Valérie Rabault a eu l'occasion d'interroger le gouvernement dans l'hémicycle, et je suis sûr qu'elle le fera tout à l'heure aussi, sur le pic des pénuries de médicaments. Citant les chiffres de votre agence, elle a fait état de l'accroissement important du nombre de produits en tension, 700 en 2018 à plus de 3700 en 2022, ce qui a conduit le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, à déclarer qu'il était notamment favorable à un renforcement des compétences de police sanitaire de l'ANSM. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de votre point de vue, quels sont les trous dans la raquette aujourd'hui, dans les compétences de l'ANSM, qui expliquent, puisque le ministre dit qu'il faut les renforcer pour lutter contre la pénurie des médicaments, ces difficultés. À la fin du mois d'octobre, Philippe Bessé, le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF, c'est dire, faisait état de tensions au niveau national et des pénuries dans de nombreuses pharmacies pour l'amoxicilline, la cortisone et flécainide, avec des tensions territoriales particulièrement fortes dans certaines zones rurales. J'ai bien pris connaissance du plan hivernal de votre agence, mais à l'approche de la phase des épidémies saisonnières, comment comptez-vous assurer la disponibilité de ces produits essentiels dans les officines de l'ensemble du territoire? Plus globalement, que comptez-vous mettre en œuvre pour éviter, dès les prochaines années, des situations de ce type dans lesquelles notre système de santé doit espérer une trajectoire épidémique clémente pour ne pas craindre d'être submergé? Est-ce que des modifications législatives sont-elles à mettre en œuvre? Sur le même sujet, à l'article 33 du PLFSS 2024, un amendement de la rapporteure générale donne pouvoir à votre agence, en cas de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, de prendre toutes les mesures de police sanitaire nécessaires pour garantir cet approvisionnement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour vous? J'avoue qu'on n'a pas bien pris la mesure au moment des débats du PLFSS qui ont été un peu tronqués sur ce sujet. Comment interprétez-vous cette responsabilité d'un point de vue opérationnel? Et le cas échéant, comment comptez-vous mettre en œuvre les mesures qui en découlent? Alors, on a eu, au moment, on a parlé d'amoxicilline, et vous parliez récemment de fortes tensions d'approvisionnement. Ça a donné lieu à une communication de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, l'OTMED, dont la présidente a déclaré qu'elle était en colère car elle alertait depuis plusieurs mois sur ce risque, s'inquiétant d'un effet domino à venir sur d'autres substances actives. Au regard des ruptures de midazolam et de curare qu'on a pu constater durant la première phase du Covid dans les services de réanimation, pensez-vous que cette situation sur l'amoxicilline aurait pu être évitée si on avait tiré les bons enseignements de cet épisode? Est-ce que la charte sur les obligations des parties prenantes du secteur des médicaments que vous avez récemment signée s'inscrit dans ce cadre? Plus largement aujourd'hui, quelles sont les stratégies et les prévisions de la NSM en la matière, tant sur l'amoxicilline, antibiotique le plus consommé du pays, que sur les dangers d'effets de contamination de cette situation de tension sur d'autres médicaments? Et nous aimerions aussi avoir votre position sur le cas spécifique des pilules contraceptives. En effet, en mai dernier, le planning familial ainsi qu'OTMED et le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes alertaient sur la rupture de misoprostol à travers le pays, substance active utilisée dans 76% des procédures médicamenteuses. Deuxième point, vous me pardonnerez la densité, mais c'est
agence importante. Le deuxième point porte évidemment sur les questions d'industrie pharmaceutique et, disons-le, de scandale sanitaire. Et je dois vous dire, Madame la directrice, que dans votre intervention, ne pas entendre prononcer les mots de Dépakine, Androcur, Essure, Levothyrox, autant de sujets qui ont fait qu'on parlait de la NSM dans la presse ces derniers temps. Quand vous étiez venu devant nous, l'agence était mise en examen pour blessure et homicide involontaire par négligence dans l'affaire de la Dépakine. Et c'est notre collègue Thibault Bazin qui vous questionnait sur le sujet. Depuis, votre agence a été mise en examen en 2022 pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox. L'avocat de plus de 3000 victimes dans ce dossier, maître Christophe Leguévac, affirme à ce sujet que quand les premières plaintes sont apparues après le changement de formule, l'agence a fait le dos rond. Elle n'a pas sanctionné Merck, qui n'avait rien indiqué sur la boîte de médicaments. Elle a préféré croire l'industriel plutôt que les milliers de malades qui manifestaient leurs troubles. Cette connivence peut s'expliquer parce que des experts dits indépendants, voire des membres de l'agence, avaient été rémunérés par Merck quelques années auparavant. Et donc, ça nous intéresse quand même, vous étiez sur toutes les étapes de ce processus, de nous dire sur cette substitution forcée dont on nous parle, je vous le dis, il n'y a pas un député qui n'a pas été interpellé par une des habitantes de sa circonscription sur la substitution forcée du Levothyrox, sur laquelle vous-même avez pris des positions plutôt proactives sur ce sujet-là, de nous dire qu'est-ce que ça fait d'être à la tête d'une agence qui est mise en examen pour tromperie sur ce dossier. Votre agence a également été assignée en justice par des victimes des implants Essure, des bandelettes périnéales et de l'Androcur. En juin 2022, une association de patients victimes du produit de chimiothérapie 5FU a également assigné à la NSM, prétendant qu'elle n'aurait pas opéré de surveillance sur la toxicité du produit anticancéreux pour une période qu'elle estime à 17 ans. Plus récemment encore, en mars 2023, un collectif de patients a porté plainte contre plusieurs médecins et contre X pour blessures involontaires et tromperies aggravées dans le cadre des prescriptions systématiques de fluoroquinolone, le Tavanic ou le Monoflexate, enfin ces antibiotiques. Et le collectif a pointé l'empoisonnement de 6 millions de personnes en France dans ce qu'il appelle un scandale sanitaire dont l'ampleur est sans doute encore réellement mal connue. Vous avez aussi reçu récemment, comme nous tous, une lettre ouverte de la part de l'Alliance nationale des associations de victimes de produits de santé, la NAVIP, qui déplorait que le sort des victimes de ces dysfonctionnements semble n'intéresser aucune autorité sanitaire française. Et je vous le redis, le fait qu'il n'ait pas été tous ces interpellants du secteur de santé mentionnés dans votre propos liminaire a quelque chose d'un peu heurtant. Voilà. Je m'arrête là pour les exemples, mais le constat des chiffres des 31 centres régionaux de pharmacovigilance est le suivant. En 2018, 212 500 personnes ont été hospitalisées après avoir fait l'expérience d'effets indésirables médicamenteux, contre 144 000 en 2007, ce qui vaut à une augmentation de 47% en l'espace de 10 ans. Tout cela semble poser assez clairement la question d'un nécessaire électrochoc pour la NSM. Après un premier mandat comme directrice générale qui suit 3 ans comme directrice générale adjointe, force est de constater, alors on peut voir la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide, que la multiplication des interpellations, c'est l'identification de la NSM comme acteur incontournable ou, au contraire, comme illustration des défaillances ou des difficultés dans sa mission. La confiance des patients et du grand public est une condition préalable à l'efficacité de votre action. Et ma question est donc la suivante. Alors que la suppression de l'AFSAPS et son remplacement par la NSM a été causonnée précisément par l'affaire du Mediator, et que pourtant depuis des scandales sanitaires se sont multipliés, quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour enfin mettre un terme aux pratiques dangereuses, peut-être illégales à voir, de certains laboratoires, et quels sont les moyens dont vous aurez besoin pour y arriver? Je me rends compte que j'atteins presque le temps de mon propos, donc je serai beaucoup plus lapidaire sur les 2 autres points que je voulais évoquer, la question du dérèglement climatique et de la décarbonation du secteur de la santé, puisque votre agence assure la sécurité et les stocks des médicaments et produits de santé. Elle est donc en première ligne de la mise en œuvre d'une politique publique de santé à la hauteur des enjeux climatiques. Et donc j'aimerais connaître vos positions et celles de l'ANSM sur ce sujet. Quelle est votre feuille de route pour assurer dans les prochaines années une action d'information, de transition, de contrôle et de régulation des produits et substances actives concernés à la lumière des enjeux climatiques? Et il me reste 20 secondes. Je ne ferai que survoler la question de la gestion des futures crises pandémiques. Différentes études parues ces dernières années font état d'une augmentation du risque, notamment des zoonoses. Dans ce contexte, plusieurs responsables
scientifiques français alertaient au Merci, début de l'année monsieur 2023 sur le fait que la question n'est pas de savoir Merci. si, mais quand aura lieu la prochaine pandémie. Alors, quel est votre Merci point de vue là-dessus? beaucoup.